Télé Futur Média en direct de Dakar, nous émettons et c'est reparti dans Soir d'Info. Notre invité ce soir durant cette deuxième partie, Biram Sène, bonsoir. Bonsoir Alibou. Vous êtes le directeur de la formation et de la communication à la DGE, Direction Générale des Élections. Vous êtes magistrat de formation. Le dépôt des listes, c'est du 29 au 3 novembre, du 29 octobre au 3 novembre prochain. J'imagine que vous êtes dans la préparation, j'imagine que vous êtes prêt. Effectivement, Alibou, mais permettez-moi quand même de vous remercier et quand même de saluer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre au niveau de la TFM. Je voudrais, avant de répondre à votre question, préciser qu'en réalité, donc, depuis l'annonce ou la prise du décret, lorsque le président de la République a pris le décret donc, pour aller aux élections fixées le 23 janvier 2022, la Direction Générale des Élections a commencé le travail. Parce qu'une élection, ça se prépare. C'est tout un processus. Donc on a commencé par les inscriptions sur les listes électorales. Et après ces inscriptions sur les listes électorales également, on est au niveau de la phase des constitutions et des dépôts de dossiers de candidature. Et comme vous l'avez dit, ça commence le 29 octobre et ça se termine le 3 novembre. Mais avant cela, je voudrais préciser que la DGE a eu à faire des séances de formation au niveau de toutes les régions du Sénégal. Donc on a formé, ou bien une mise au niveau des autorités administratives, les partis politiques, mais également les chefs de bureaux électoraux et les représentants de la CEDA au niveau des régions du Sénégal. Il ne reste que hier, j'ai eu une formation avec les journalistes au niveau de la maison de presse Babacar Touré et j'ai eu à partager avec les journalistes donc la constitution du dossier de candidature. Est-ce que la fourchette est correcte du 29 octobre au 3 novembre pour la constitution du dossier, si l'on sait que quand même c'est pas toujours évident pour les partis politiques ou les coalitions de respecter ce délai-là, cette sorte de parcours de combattant? Oui, vous savez, en fait, moi je pense que la fourchette elle est correcte, d'autant plus que c'est la loi qui fixe en fait les délais. La loi vous dit que pour les dépôts des dossiers de candidature, c'est entre le 85e ou 80e jour avant le scrutin. Et ça, quand on fait le calcul, ça tombe le 29 et le 3. Maintenant, toutes les autres étapes ont été, par exemple, la caution a été fixée. Le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour fixer la caution. Et ça, la loi dit que on fixe la caution 150 jours avant le scrutin. Ça a été fait. Et maintenant, les partis politiques, les entités regroupant les personnes indépendantes et les coalitions de partis politiques ont commencé à déposer la caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Justement, au niveau de cette caisse de dépôt et de consignation, il y a des acteurs politiques qui sont un peu mécontents. Le problème, c'est qu'ils parlent de conflit d'intérêts. Au niveau de cette caisse, il y a Chakba qui est le directeur qui est à la tête de cette caisse-là. Et le problème, c'est qu'on pense peut-être qu'il pourrait jouer d'une certaine façon un mauvais rôle dans la délivrance du quitus, qui doit participer, qui doit faire partie du dossier. Il est politique et donc il y a un conflit d'intérêts parce qu'il est de Benno Bokk Yakaar. Bon, vous savez, moi, quand c'est des arguments qui touchent un peu la politique, etc., je ne peux pas. Parce que moi, si c'est un argument technique, qui sont fondés sur le code électoral. Il y a un conflit d'intérêts ici, non? Bon, moi, je ne peux pas parler de conflit d'intérêts parce que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Si la loi dit que, par exemple, telle personne ne peut pas être éligible, etc., ça, je peux comprendre. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat qui va dire que oui, tel peut être candidat, il ne peut pas être candidat. Maintenant, si quelqu'un constate que telle personne ne peut pas être candidat, mais la justice est là pour trancher. Est-ce qu'il faudrait améliorer à ce niveau-là? Vous avez dit que ce n'est pas interdit par le code, c'est clair, ce n'est pas interdit, mais quand même, il y en a qui pensent que quand même pour qu'il y ait plus de transparence, peut-être qu'il faudrait réintégrer ça dans le code. Moi, je ne dis pas pour le cas d'espèce, je parle dans le cadre général. Je dis tout ce qui n'est pas interdit par le législateur est permis. Si le législateur avait interdit, parce que le législateur a prévu des cas d'inéligibilité.
Maintenant, si par exemple ce cas rentre dans les cas d'inéligibilité, les acteurs ou bien les personnes qui soulèvent ce cas-là peuvent aller devant les juridictions pour se plaindre. Maintenant, peut-être il y aura toujours des améliorations du code électoral, parce que le code électoral, c'est une œuvre humaine. On peut toujours améliorer. Et cela est démontré par le dialogue politique. Parce qu'au niveau du dialogue politique, c'est des consensus qui ont été trouvés. Des points d'accord ont été trouvés, les acteurs ont discuté et beaucoup de points d'accord ont été impactés au niveau de ce code électoral-là. L'élection du maire ou bien du président du conseil départemental ou bien du maire de ville au suffrage universel direct, ça a été une innovation au niveau de ce dialogue politique-là. La répartition des sièges au niveau des différentes listes proportionnelles et majoritaires, l'harmonisation qui a été faite entre 45% et 55%, ça également a été une innovation ici du dialogue politique. Donc il y avait beaucoup d'accords qui ont été trouvés dans ce cadre du dialogue politique. C'est juste pour vous montrer qu'en matière électorale, il y a également ce dialogue. Il y a également ce consensus entre les acteurs politiques et qui, ma foi, quand même participe à améliorer donc, le processus électoral. Alors, vous l'avez dit, hein, l'élection du maire au suffrage universel direct s'est introduit, acté dans le nouveau code. Alors, dites-nous déjà, c'est un point fort. Est-ce que ça a impacté un peu le processus? Si oui, comment? Bon, il faut d'abord rappeler ce qui se passait avant. Ce qui se passait avant, c'était après l'élection, le conseil municipal ou bien le conseil départemental se réunissait pour élire à son sein le maire ou le président du conseil. Maintenant, comme il y avait beaucoup de problèmes par rapport à cette élection-là, les acteurs politiques au niveau du dialogue avaient trouvé un consensus en disant maintenant, au lieu maintenant d'élire le maire après l'élection, on doit, avant même de partir aux élections territoriales, connaître qui sera maire après l'élection et qui sera président du conseil départemental après l'élection. Et pour cela, la loi a dit que celui qui sera investi tête de liste majoritaire, s'il gagne, il sera le maire. Si c'est au niveau du département, c'est également celui qui sera investi tête de liste majoritaire. Maintenant, si c'est au niveau de la ville maintenant, c'est la tête de liste proportionnelle qui sera élu maire lorsque tout simplement sa liste gagne les élections là. Donc, ce qui veut dire que avant de partir aux élections, si des personnes ont été investies sur tête de liste majoritaire ou proportionnelle, ces personnes-là peuvent savoir que lorsque les élections sont gagnées, que ces personnes seront des maires. Alors, Birame Sène, on va en profiter pour faire beaucoup plus de pédagogie. Quelles sont les entités qui peuvent aller aux élections? Dites-nous. Ceux qui peuvent aller aux élections ont été définis par la loi. Il s'agit des partis politiques légalement constitués. Je parle de partis politiques légalement constitués. C'est-à-dire c'est des partis politiques qui ont déposé le dossier jusqu'à la fin et qui ont été déclarés comme tels par le ministère de l'Intérieur et qui ont eu leur récépissé. Actuellement, donc, les partis politiques sont au nombre de 336. Plus exactement. Oui. Et donc, ces partis politiques-là peuvent aller aux élections. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les coalitions de partis politiques légalement constitués. C'est-à-dire ici, c'est 2 ou plusieurs partis qui se regroupent pour former une coalition. Maintenant, il faut au moins 2 partis pour former la coalition. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle les entités regroupant des personnes indépendantes. Maintenant, le candidat indépendant est défini par la loi, qui dit que est candidat indépendant une personne qui n'a jamais milité dans un parti politique ou une personne, même si elle a eu à militer dans un parti politique, elle a cessé toute activité militante depuis plus de 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Voilà les 3 entités qui peuvent aller au niveau des élections. Les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes. Et comment se fait la répartition des sièges au niveau des durant ces élections-là? Bon, pour la répartition des sièges, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de l'harmonisation des pourcentages. On a harmonisé les pourcentages parce que ce qui se passait en 2014, au niveau du département, les 45% des conseils étaient investis sur la liste majoritaire, les 55% sur la liste proportionnelle. Maintenant, au niveau des communes, en 2014, c'était 50-50. 50 conseils au niveau
de la liste majoritaire et 50 conseillers au niveau de la liste proportionnelle. Maintenant, au niveau du dialogue politique, ils se sont dit qu'il fallait harmoniser les taux. Au lieu d'avoir ici 45% et 55%, et de l'autre côté 50-50, il faut harmoniser les taux. C'est la raison pour laquelle, au niveau des communes maintenant, on a dit pour la liste majoritaire, c'est 45% des conseillers, et au niveau de la liste proportionnelle, 55% des conseillers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez 100 conseillers dans une commune, les 45 conseillers seront investis au niveau de la liste majoritaire et les 55 seront au niveau de la liste proportionnelle. Titulaires comme suppléants. Maintenant, il peut y avoir une façon de choisir ou bien d'investir ces candidats-là. Si vous prenez la liste majoritaire, vous avez 45, si vous avez 100 conseils, vous avez 45 titulaires et vous avez 45 suppléants pour la liste majoritaire. Si vous êtes au niveau de la liste proportionnelle, vous avez 55 titulaires et maintenant le nombre de suppléants, cette fois-ci, à la différence de la liste majoritaire, est égal à la moitié des titulaires. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez 55 titulaires. Au lieu d'avoir 55 suppléants, les 55 titulaires-là, vous divisez par 2 et vous obtenez la moitié. Parce qu'on dit que le nombre de suppléants sur la liste proportionnelle est égal à la moitié des titulaires. Les titulaires font 55. La moitié de 55, ça va donner des virgules. Maintenant, pour cela, le législateur dit, si le nombre est impair, vous ajoutez une unité et vous divisez par 2. Cela veut dire que si vous avez 55, vous faites 55 plus 1, ça donne 56. Et vous divisez par 2. Vous avez le nombre qu'il faut. Et ce nombre-là, ce sera le nombre de conseillers suppléants. Et le budget qui a été dégagé pour une bonne élection, de bonnes élections locales de janvier prochain, le budget? Bon, j'avoue que je n'ai pas le budget en tête. J'avoue que je ne l'ai pas en tête. Mais je voudrais rebondir pour vous dire que aussi il y a une particularité au niveau du département. Parce qu'au niveau du département, il y a ce qu'on appelle également la liste majoritaire et la liste proportionnelle. Maintenant, au niveau de la liste majoritaire, les conseillers doivent être, au moins on va choisir au niveau du département, pour chaque commune constitutive du département, un titulaire et un suppléant. Sur la liste majoritaire, je dis bien. Donc, vous allez dans un département, vous avez des communes qui se trouvent dans ce département-là. Maintenant, pour investir au niveau de la liste majoritaire, on vous dit que dans chaque commune constitutive du département, il faut au moins un titulaire et un suppléant. Ça permet de garantir la représentativité. Parce que si vous ne le dites pas, quelqu'un peut aller dans une commune constitutive du département et prendre là-bas tous les conseils. Maintenant, pour essayer d'éviter cela, le législateur dit que pour la liste majoritaire, il faut au moins dans les communes constitutives du département, parce que vous pouvez avoir un département qui a, je prends le département de Kaolack où il y a 14 communes. Si quelqu'un veut investir là-bas au niveau du département, au niveau de la liste majoritaire, il doit avoir au moins choisir dans les 14 là, au moins 2 personnes par commune. Donc vous aurez 2 dans telle commune, 2, etc., jusqu'à ce que les 14 communes s'épuisent. C'est comme ça qu'on investit au niveau de la liste majoritaire dans le département. Et c'est seulement valable au niveau de la liste majoritaire et non pas au niveau de la liste proportionnelle. Et Biram Sène, comment on va appliquer la parité au cours de ces élections-là? Bon, la parité également. C'est-à-dire, la parité va être appliquée, parité homme-femme ou femme-homme, ça dépend, c'est selon, jusqu'à la fin. Maintenant, si par exemple le nombre de conseillers est un nombre impair, parce que vous pouvez avoir par exemple 25 conseillers et vous voulez appliquer la parité. Donc si vous avez 25, cela veut dire qu'il y aura un sexe qui sera de trop. Qu'est-ce qu'il va faire? Le législateur dit que si vous avez un nombre impair, la parité s'applique, autant pour moi, au nombre pair immédiatement inférieur. Et quand vous prenez le cas de 55,
le nombre pair immédiatement inférieur de 55, c'est 54. Donc, si vous voulez appliquer la parité va s'arrêter à 54. Donc, vous allez avoir un homme, une femme jusqu'à 54. Maintenant, après 54, vous aurez 55. Maintenant, là-bas, vous pouvez appliquer ce que vous voulez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la parité s'arrête au nombre pair immédiatement inférieur. Maintenant, le nombre qui va suivre maintenant, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Une même personne peut-elle être candidate au scrutin majoritaire ou proportionnel? Ça, c'est interdit par la loi. On ne peut pas être investi sur une liste majoritaire et en même temps être investi sur une liste proportionnelle. Et ça, c'est un point qui revient généralement au cours des élections. Vous teniez à le rappeler aussi. Oui, ça dit qu'on rappelle juste aux partis politiques et aux coalitions de partis politiques et aux entités que, par exemple, on ne peut pas investir une personne sur une liste majoritaire et en même temps l'investir sur une liste proportionnelle. Et par rapport à ces élections, on sait que l'organisation, il faut une machine huilée. Je sais qu'au niveau de l'administration, en tout cas, vous êtes rompu à la tâche. Du point de vue sécurité, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux acteurs pour que tout se passe correctement? Bon, ce qu'on dit, ce qu'on a à dire, c'est qu'en fait, nous, au niveau de la Direction générale des élections, on est en train de dérouler en fait le processus électoral. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé par l'inscription des listes électorales. On est en train d'entrer dans une autre phase qui sera la constitution et le dépôt des dossiers de candidature. Et maintenant, on va suivre les autres phases. Donc l'impression des bulletins de vote, etc., la distribution des cartes électorales, l'acheminement du matériel électoral, etc., etc. Maintenant, bon, ce qu'on veut, c'est que en fait tout se fasse dans la légalité, dans la transparence, etc. Et donc la Direction générale des élections œuvre dans ce sens. Et on appelle tous les acteurs quand même nous on est ouvert, hein, parce que depuis que le processus a commencé, on a eu à recevoir des partis politiques qui viennent s'enquérir de la situation, qui viennent demander des informations au niveau de la Direction générale des élections. Nos portes ne sont pas fermées, donc tous les acteurs peuvent venir demander des informations, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que nous on veut quand même qu'il y ait des élections apaisées, des élections qui puissent se tenir dans les règles de l'art, etc. Et tout un chacun donc puisse savoir qu'en fait c'est des règles qui sont fixées par le code électoral et on est en train de dérouler par rapport tout simplement à ce qui a été décidé par le législateur. Avec la possibilité de liste parallèle, hein, c'est possible qu'il y en ait. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne redoutez pas que certains acteurs aient tout simplement emprunté des récépissés de partis politiques qui sont là, qui ne font presque rien du tout? Bon, vous savez, ça ce n'est pas le rôle de l'administration électorale de dire que oui, tel est parti pour tel récépissé, etc. Nous, en tout cas... Mais ça, c'est un fait qu'on voit régulièrement. Oui, mais bon, nous, en tout cas, ce volet-là, on ne le gère pas. Nous, ce qu'on gère, c'est les élections. Maintenant, nous, on attend qu'on nous donne des listes. Et ces listes-là, c'est déposé au niveau des autorités administratives. Maintenant, comment la personne va faire pour avoir sa liste, pour constituer sa liste, etc. Ça, vraiment, ce n'est pas le rôle de l'administration d'entrer dans ces genres de discours. Maintenant, nous, on est une administration. Il y a des règles qu'il faut appliquer. On va appliquer les règles à la lettre. Et donc maintenant, pour le reste, on laisse ça aux acteurs politiques de pouvoir... La rationalisation surtout des partis politiques, si toutes ces entités venaient à aller en compétition, serait très compliqué pour vous. Oui, mais pour la rationalisation des partis politiques, je pense que le débat a été soulevé au niveau du dialogue politique et quand même la discussion peut-être va se poursuivre parce que les acteurs politiques ont eu à, ont manifesté cette volonté de pouvoir rationaliser les partis politiques. Beaucoup ne respectent pas la loi. Mais je pense que, bon, vous savez, oui, on ne respecte pas la loi. Je ne peux pas dire que tel ou tel n'a pas respecté la loi, mais comme vous le dites, maintenant, s'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, moi, je ne peux pas me mettre là pour dire que telle personne n'a pas respecté la loi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'en tout cas, au niveau du dialogue politique, les gens avaient quand même émis l'idée de vouloir rationaliser les partis politiques et je pense que quand même ils sont toujours dans cette dynamique de rationalisation des partis politiques. D'accord. Merci beaucoup Biram Sène. Je rappelle que vous êtes le directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections. Vous étiez notre invité dans la deuxième partie de Soir d'Info. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Plaisir aussi d'être
être à vos côtés, hein, chers téléspectateurs. La TFM vous remercie. Nous vous retrouvons demain, même heure, même plateau. Bonsoir.